Bonsoir, nous sommes le mardi 16 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, votre actualité locale, entourée de nos invités et aussi des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Aller de Versailles jusqu'à l'aéroport d'Orly, c'est le projet de la ligne 18 du Grand Paris Express. Son tracé de 35 km a été dévoilé aujourd'hui. Retour sur les points stratégiques de la ligne. Une antenne de l'association pour le droit de mourir dans la dignité a été créée en 2015 à Montigny et se réunit depuis peu chaque mois à la maison de quartier André Malraux. Pour nous en parler en plateau ce soir, Sylvain Brouard, délégué de l'antenne. Et la fin des soldes, c'est aujourd'hui. En Ile-de-France, le bilan est assez mitigé. Nous sommes allés dans le centre commercial Outlet One Nation pour le vérifier. Et ce matin, le préfet des Yvelines, Serge Morvan, a accueilli le corps de gendarmerie départementale. Il a ainsi rendu hommage aux 2 gendarmes victimes du devoir pendant l'année 2015. Dans un contexte particulier, 3 mois après les tragiques événements de novembre, cette cérémonie a eu lieu dans la cour d'honneur de la préfecture. À l'issue de celle-ci, le préfet a remis 2 médailles pour acte de courage et de dévouement à 2 gendarmes yvelinois. Ils avaient sauvé une personne de la noyade quelques jours plus tôt. Les explications recueillies au micro de William L. Tout de suite. Nous sommes unis partout en France au même moment. Nous célébrions, nous commémorions ces gendarmes qui sont décédés dans l'exercice de leur mission, de leur devoir. Donc c'est ce que nous faisions tous aujourd'hui dans un moment unanime. La gendarmerie nationale unanime pour commémorer l'action de ces militaires. 2 gendarmes sont décédés dans l'exercice de leur fonction. C'est évidemment 2 de trop. En 2015, le major Philippe Lallemand notamment, qui a perdu la vie en essayant de retrouver une fillette, petite fille kidnappée, et un gendarme qui a du peloton autoroutier de Roye, qui a été pris dans un échange de tirs le 25 août 2015, donc 2 de trop. Et passons au chapitre transport. À présent, le chantier de la future ligne 18 prend forme. Le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris a voté lors de sa dernière réunion l'aménagement de la ligne qui reliera Orly à Versailles. Dans les Yvelines, 2 gares vont être construites, une à Guyancourt et l'autre à Versailles. Les détails avec Mickaël Elmidoro et Mélanie Poquet. La ligne 18 qui reliera Orly à Versailles chantier est sur les rails. Les responsables de la Société du Grand Paris ont visité aujourd'hui les points stratégiques du futur tracé de 35 km. Dans les Yvelines, 2 gares vont être créées. À Guyancourt, la structure sera implantée dans le quartier Villaroy. C'est une gare très importante puisqu'elle va être au cœur d'un territoire en plein développement qui va poursuivre l'expansion de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la fois soutenir de l'activité économique mais aussi de la création de logements. Je pense que c'est très important. Les entreprises en parlent, c'est une perspective. Elles ont besoin de savoir que leurs collaborateurs pourront facilement se déplacer et c'est pareil pour les habitants. Vous savez, quand on regarde les petites annonces de logement, dès maintenant on commence à voir des annonces avec marqué logement proche de la future gare de Guyancourt. Donc ça veut dire quelque chose. À Versailles, le tracé de la ligne s'arrêtera à Satory. Une gare va être construite pour accompagner le futur programme d'aménagement urbain du site. Des centaines de logements devraient être construits dans les 10 prochaines années dans le secteur. On ne peut imaginer que l'on construise des logements en nombre significatif sans qu'il y ait d'abord cette prise en compte de la nécessité de désenclaver le plateau et d'avoir des moyens de transport en commun qui soient efficaces et rapides. La ligne 18 devrait sortir de terre en 2024. Coût total du projet, plus de 2,5 milliards d'euros financés par la fiscalité des Franciliens et l'emprunt. Et transport toujours, la ligne Express 67 reliant Houdan à Saint-Quentin-en-Yvelines a été inaugurée ce matin. Déjà existante, cette ligne est renforcée afin de mieux répondre aux besoins des voyageurs et mieux desservir les pôles d'emploi et d'enseignement tels que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Direction Houdan avec Fanny Bourdillon. Depuis le début de l'année, la ligne Express 67 a été améliorée. Elle relie Houdan à Saint-Quentin-en-Yvelines avec désormais un bus toutes les heures dans les 2 sens, aux heures de pointe comme aux heures creuses. On a inauguré une ligne de pôle à pôle qui va de Houdan à Saint-Quentin-en-Yvelines et qui va permettre aux habitants de l'Houdanais d'aller vers les pôles d'emploi importants que sont Saint-Quentin. C'est une ligne qui existait déjà mais qui méritait d'être particulièrement renforcée, notamment, ça peut paraître paradoxal, mais en aller-retour, puisqu'on pouvait faire des voyages aller et ne pas avoir le bus pour pouvoir rentrer. Une fréquence qui a été considérablement améliorée. D'ailleurs, il y a déjà 2 fois plus d'usagers, donc ça prouve que ça démarre bien.
Une fréquentation doublée avec déjà plus de 400 usagers par jour depuis sa mise en route le 4 janvier dernier. 2 bus et une dizaine de chauffeurs viennent renforcer la ligne express 67. Le renforcement, ça veut dire que nous sommes passés de quelques courses le matin et quelques courses le soir à un cadencement horaire. Vous avez un bus toutes les heures entre 5h et 21h. C'est une ligne que nous pouvions optimiser, donc son parcours a été revu. Desservant 16 communes et 6 gares, cette nouvelle ligne n'est pas la seule à faire peau neuve. 3 autres seront aussi restructurées, devenant des lignes express. Ce seront aussi des lignes classées express, des lignes structurantes qui relieront les pôles de centralité tels que Mantes-la-Jolie, Houdan, Rambouillet, Saint-Arnoux, Ably, Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces lignes seront restructurées dès le 29 août prochain. De nouveaux arrêts desserviront également l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils veulent lutter contre l'eau trop chère. Le Parti communiste et le Front de gauche de la section Morpas et Lancourt-Coignières ont décidé d'interpeller les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines. Wilfried Richy nous a rejoint pour plus de précisions. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. Ces militants de gauche ont en effet décidé de lancer une pétition pour obtenir un passage en régie publique de la gestion de l'eau sur les 12 communes qui composent dorénavant Saint-Quentin-en-Yvelines, car aujourd'hui ce sont des entreprises privées qui interviennent et libre à elles donc de fixer les tarifs. Ainsi, d'une ville à l'autre, les différences sont parfois très significatives. Selon les données relevées par ces mêmes militants, les prix peuvent parfois être multipliés par 3. La Palme à Plaisir, avec un abonnement pour la consommation facturé 34,68 € hors taxe, un abonnement pour l'assainissement facturé hors taxe toujours à 54,68 € et le prix au mètre cube pour 120 mètres cubes consommés pour un foyer de 5,08 €, toute taxe comprise cette fois-ci. Évident que pour une consommation de 20 mètres cubes d'eau, Plaisir, c'est pas là que c'est le plus intéressant. Bon, ensuite, si on reste sur la norme INSEE, qui est de 120 mètres cubes d'eau, avec un diamètre de 15 mm, parce que tout ça, c'est normé, il vaut mieux être à Maurepas, pour être clair. Sur Maurepas, le prix du mètre cube d'eau pour 120 mètres cubes consommés est de 2,92 €, plus de 2 € d'écart avec Plaisir dont nous parlions tout à l'heure. Pour obtenir le détail complet du prix de l'eau sur les communes de Saint-Quentin, accédez aussi à la pétition en ligne dont il est question tout à l'heure. Je vous renvoie au site internet dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Alors une fois le constat de la disparité de prix établi, la solution proposée, la mise en place d'une régie publique de l'eau est-elle possible ? Oui, sans nul doute. En tout cas, c'est ce que disent les militants. Écoutez. Les infrastructures, elles existent. Et bien souvent, c'est les communes qui les ont payées. Donc, c'est une question de volonté politique. Ce que l'on demande finalement au président de la CASCI, de l'agglomération, c'est de mettre à l'étude dans ses services un retour à la régie. Donc, avec, je dirais, 2 aspects à privilégier. Le premier, c'est de réduire et d'annuler le prix de l'abonnement, ce qui permet, pour ceux qui consomment peu, de ne pas se retrouver avec un prix de mètre cube surtaxé. Et le deuxième aspect, c'est tout un aspect tout à fait, écologique et hors gaspillage, c'est que au-delà d'une certaine consommation, c'est que le prix du mètre cube soit plus élevé. Il faut savoir que le passage en régie publique pour gérer l'eau a déjà été soulevé dans plusieurs agglomérations en France. Certaines ont fait ce choix, elles se disent plutôt satisfaites des économies réalisées. Seulement, il faut être certain que les infrastructures sont en bon état. On écoute Luc Miseret, à présent élu communiste à Trappes, également élu à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a toutes les infrastructures à auditionner pour être sûr de savoir l'état dans lequel elles sont, quand est-ce qu'il va falloir les renouveler, etc. Donc il y a un chiffrage, c'est difficile, mais en tout état de cause, il y a une chose qui est certaine, c'est que le système est fait pour les grosses entreprises privées. Le conflit est donc malgré tout bien politique. Politique, oui, mais pas au sens gauche-droite traditionnel. Politique, car il repose tout simplement sur cette idée. La conception de l'eau est un bien universel, une vision incompatible, on le comprend, avec l'idée d'en tirer des bénéfices. La seule objectivité, c'est que les actionnaires des 3 grosses entreprises s'en mettent plein les poches le plus possible. Mais il va falloir quand même un jour qu'on nous explique comment ces entreprises, qui au départ ramassent les ordures ménagères, distribuent l'eau, font du transport, comment elles arrivent à emmagasiner autant de milliards ?
Les partisans du passage à une régie publique pour la gestion de l'eau ont donc décidé d'interpeller les élus de Saint-Quentin lors d'une prochaine séance du conseil d'agglomération. Aucune date n'est fixée et la pétition circule toujours. Pour l'instant, un tel changement n'est en tout cas pas à l'ordre du jour si l'on en croit les dernières déclarations des élus majoritaires dans la presse. Merci Wilfried. On passe maintenant à l'emploi. La semaine de l'emploi se poursuit à Saint-Quentin en Yvelines. Ce matin, à Guyancourt, l'agence Pôle emploi Cadre a organisé un job dating en partenariat avec 4 autres agences de la communauté d'agglomération. Une centaine de candidats se sont présentés. Ils ont tous été préalablement sélectionnés par les conseillers Pôle emploi. Un rendez-vous adressé cette fois essentiellement aux ingénieurs, cadres et jeunes diplômés du territoire. Au total, 7 entreprises ont reçu chacune entre 5 et 12 candidats. L'éducation nationale, Sodexo ou encore BNP Paribas se sont prêtés au jeu de l'entretien en 20 minutes. Écoutez. La plus-value, c'est la présélection. Chaque candidat a été contacté par téléphone. Donc il y a d'abord eu un envoi de CV, un petit entretien téléphonique avec les conseillers de Pôle emploi. Plutôt que d'avoir, 50 ou 100 CV, voilà, nous, on a déjà fait cette présélection et sur les compétences et sur la motivation des candidats. Et généralement, soit ils repartent avec les candidats, je parle des demandeurs d'emploi, ils repartent avec un autre rendez-vous de prévu avec un 1+1, soit ils repartent vraiment avec une réponse définitive sur une prise de poste, effectivement. Et sujet plus grave, à présent, nous allons parler du droit de mourir dans la dignité. Nous recevons en plateau Sylvain Brouard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué de l'association pour le droit à mourir dans la dignité dans les Yvelines, à l'antenne de Montigny-le-Bretonneux, donc l'antenne qui a ouvert en mars 2015. Absolument. Depuis 35 ans, donc, l'association pour le droit à mourir dans la dignité milite pour que chaque Français et chaque Française puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie, conformément à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté, si je ne me trompe pas. Absolument, c'est tout à fait ça. Alors justement, c'est là votre combat. Il y a différents volets, justement, qui sont notamment de faire connaître cette loi Leonetti, donc la loi 2005. Si vous pouvez nous en parler, nous en expliquer justement cette loi, ses raisons. Bien, cette loi Leonetti a 10 ans d'âge. Elle a été votée par le Parlement en 2005. Et elle a résulté de l'affaire Vincent Humbert, dont vous avez certainement entendu parler. Donc ce garçon tétraplégique qui voulait mourir et dont la mère voulait aider son fils. Et cette loi donc a été votée à l'unanimité au Parlement et malheureusement elle est mal connue, mal appliquée, alors qu'elle contient des avancées décisives pour nous permettre une liberté de choix sur notre fin de vie. Alors c'est bien sûr un sujet douloureux, difficile à évoquer, mais il faut mieux en parler tant qu'on est en bonne santé, lucide et bien dans sa tête, plutôt qu'attendre d'être allongé sur un lit d'hôpital pour en parler. Alors vous militez justement pour que cette loi soit connue et reconnue, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Vous faites aussi de la pédagogie auprès des familles, dans les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu vos actions ? Bien, notre association, qui compte actuellement 65 000 adhérents à peu près sur la France entière, a un dispositif d'écoute au siège à Paris qui est à la disposition de ses adhérents pour aider à la rédaction de directives anticipées, permettre des conseils de tous ordres, pratiques, juridiques, etc., de façon à aider les gens qui en ont besoin à dominer ce traumatisme violent qui est la mort d'une personne aimée. Alors justement, vous le disiez à l'instant, il vaut mieux en parler quand on est en bonne santé plutôt que au moment où justement le drame arrive. Comment vous conseillez, comment vous abordez les familles ? Ce sont des gens qui viennent vous voir, ce sont vous qui allez leur dire, voilà, il y a un papier peut-être à signer, quelque chose à dire avant justement la maladie ou d'arriver à une situation qui devient problématique ? La base de la loi Leonetti, c'est l'autorisation de rédiger des directives anticipées dans lesquelles on exprime la façon dont on voit les choses. Et c'est un point décisif que les gens ne connaissent pas ou connaissent peu et qui permet pourtant un progrès formidable parce que ça évite justement le traumatisme du décès. Quand toutes ces choses ont été prévues à l'avance et qu'elles se passent comme on l'avait voulu, comme la personne concernée l'avait souhaité, la famille est beaucoup plus apaisée et ne vit pas le traumatisme de mauvaises nouvelles, d'imprévus de dernière minute et de décisions à prendre dans l'urgence. Vous devez vous battre un petit peu contre certains clichés, certaines réticences de la part des gens ? Il y a du conservatisme, effectivement, c'est un progrès assez décisif qu'il faudrait faire, mais malheureusement, on a souvent des affaires en cours, la plus récente étant l'affaire de Vincent Humbert, qui nous amène beaucoup d'adhérents parce que les gens se disent « et si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais ?» Et la réponse, c'est
venir nous voir parce qu'on a les moyens de justement conseiller les gens pour que ce genre de problème et de traumatisme ne les touche pas. Est-ce que par exemple vous vous rendez dans les hôpitaux pour justement parler de votre action aux familles? On fait des formations dans les écoles d'infirmières, par exemple, où on a beaucoup de succès. C'est assez surprenant de voir que le personnel soignant de base, je parle des aides-soignants, des infirmières, sont beaucoup plus sensibles à ce problème de fin de vie que les professeurs de haut niveau qui voient ça d'un peu loin. Et c'est bon de savoir que les gens de base sont favorables à nos idées. Vous avez aussi des formations peut-être à direction des médecins ou plus largement du personnel soignant? Beaucoup de médecins sont adhérents à notre association et participent à des formations et à des conférences où on défend notre point de vue, effectivement. Mais la base, c'est quand même le choix de chacun. Il n'est pas question d'obliger quelqu'un à suivre un chemin qu'il n'a pas choisi. Donc la mort nous appartient et c'est à nous de décider la façon dont on veut vivre notre fin de vie. Et un accord verbal ne suffit pas? Il faut mieux un accord écrit parce que c'est quand même les paroles s'envolent et les écrits restent suivant la parole bien connue. Donc un document écrit est un minimum de choses, un minimum à faire si l'on veut être bien traité. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Il y en a eu justement depuis la loi 2005, la création de la loi Leonetti. Est-ce qu'elle vous semble plutôt positive ou plutôt négative? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Il y a eu une évolution, effectivement. Il y a une commission qui s'est réunie pendant l'année 2015 et qui a soumis un projet de loi au Parlement. Nous considérons, nous, de notre association, que la loi qui est sortie et qui devrait être mise en vigueur prochainement, on attend le décret d'application, est plutôt un recul par rapport aux dispositions de 2005. Mais c'est un autre qu'il faut toujours mettre le métier sur l'ouvrage et recommencer à de la pédagogie, à expliquer nos besoins et nos souhaits. Vos détracteurs parlent souvent d'abus. Est-ce que vous comprenez justement qu'on ait peur justement de ces abus dans la fin de vie? Bien sûr qu'on a toujours peur. L'inconnu fait peur, mais c'est justement à nous de maîtriser ça en l'anticipant au maximum et en prévoyant ce que l'on veut vivre ce qu'on veut faire pour sa fin de vie. Est-ce que vous avez une idée de savoir pourquoi c'est si difficile en France justement de parler de la fin de vie alors que dans d'autres pays comme la Belgique ou la Suisse, c'est un sujet qui est quand même moins tabou? Difficile à répondre, mais la France n'est pas réputée ces temps-ci pour être un pays très évolué. On est plutôt très conservateur et on a du mal à prendre des idées nouvelles. Nos amis belges sont beaucoup plus évolués que nous et récemment au forum de Guyancourt, on s'est fait gentiment mettre en boîte par un visiteur belge qui nous a dit comment se fait-il que vous n'ayez pas encore réglé ce problème que nous en Belgique nous avons réglé depuis 10 ans. Est-ce que vous attendez des choses spécifiques des instants? Parce que François Hollande s'était engagé justement pour votre cause. Est-ce que les choses ont évolué depuis? Est-ce que vous êtes satisfait? Pas du tout. On attendra la prochaine élection présidentielle pour essayer de faire avancer les choses dans la direction que le candidat Hollande avait envisagée. Et justement, ce qu'il avait envisagé, c'était de refaire la loi? C'était de refaire la loi et d'éviter que des cas graves comme celui de Chantal Sébir ou de Vincent Lambert surviennent en France en 2016. Il faut un cadrage juridique plus strict selon vous? Non, il faut simplement une liberté de choix. Il faut dire simplement que le patient décide lui-même de sa fin de vie et que la loi doit lui permettre de décider comment il veut mourir et non pas qu'on l'oblige à suivre des règles qui ne lui plaisent pas. Alors si on revient maintenant plus proche de nous, donc à Montigny-le-Bretonneux, vous vous réunissez chaque mois donc à présent à la maison de quartier André Malraux. Quels sont les sujets abordés? Est-ce que tout le monde peut venir justement participer à ces réunions? Tout le monde peut venir, surtout s'il se pose des questions. Donc notre atelier est un échange d'informations, un peu de pédagogie, expliquer les choses et également faire un retour d'expérience sur les gens qui ont connu des cas de fin de vie traumatisants ou satisfaisants, parce qu'il y a aussi des cas favorables, tout n'est pas négatif. Et ce qu'on voudrait, c'est généraliser ces cas positifs pour que les choses se passent mieux dans le respect des familles et des volontés du patient. Il y a une centaine de bénévoles sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous appelez d'autres gens à venir vous aider ou à adhérer à l'association? Ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des adhérents que nous défendons et nous voudrions être le plus nombreux possible pour mieux faire passer notre point de vue, effectivement. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Bourard d'être venu sur notre plateau. Si vous souhaitez plus de renseignements, le site internet donc, de l'association s'affiche à l'instant en bas de votre écran. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre accueil.
À présent, tout autre sujet, une journée équitable et solidaire pour les étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. C'était aujourd'hui à Guyancourt. Elle avait lieu la première édition de la journée équitable à la faculté de Saint-Quentin en Yvelines. 4 associations ayant des démarches équitables étaient invitées, dont l'AFEV, l'association de la Fondation pour les étudiants, également présente la Croix-Rouge qui organisait une bourse aux vêtements avec des vêtements vendus à 1 € symbolique. La librairie de Millefeuille Attrape était également là et l'entreprise solidaire Envie qui remet à neuf des appareils électroménagers à un prix modique pour pourquoi pas les vendre aux étudiants. Les précisions au micro de Patrick Jacques de Dixmude. L'idée, en fait, c'est de réunir différents organismes qui ont des démarches équitables et puis de proposer ça aux étudiants. Nous avons invité ces associations, tout à fait, qui ont été complètement partants sur la démarche. Et donc, eux récoltent ensuite des fonds pour leur propre organisme. Et la journée a été un succès. Il y aura certainement une seconde édition organisée dès l'année prochaine. Et maintenant, à l'heure où les lieux de vie sont à la mode, Versailles ne fait pas exception et on accueille un nouveau esprit d'atelier au 9 rue de la Paroisse. C'est un restaurant bistronomique qui accueille des ateliers artistiques, une boutique de matériel de beaux-arts ou encore de décoration. Explication du concept avec Sephora Namani et Mélanie Poquet. Pour apprendre à dessiner, peindre ou retoucher vos photos, il y a bien sûr le traditionnel conservatoire, mais également ces nouveaux lieux de vie qui accueillent ateliers en tout genre, à l'image d'Esprit d'Atelier, qui vient d'ouvrir son 2e restaurant rue de la Paroisse à Versailles. Les ateliers seuls ont besoin de se nourrir, je crois, de l'extérieur. Et c'est très sympa qu'on puisse en faire justement des lieux de vie où les artistes puissent exposer. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir échanger autour de quelque chose, d'une restauration simple. Une équipe sortie des Beaux-Arts s'active derrière les fourneaux pour proposer une cuisine française simple et gourmande ou encore pour dispenser les cours de dessin et de peinture. Le maître mot du lieu, la création dans un esprit de convivialité, un atout pour le développement artistique. Il y a une espèce d'accueil a priori, quoi. On n'a pas besoin de prouver tellement ce qu'on vient faire, puisque c'est un lieu où on peut aussi faire d'autres choses, on est accueilli tel qu'on est. Ça permet, quand on vient pour dessiner, moi ce que j'essaye, c'est vraiment de développer la mise en confiance et le fait qu'on a chacun sa pratique du dessin qui peut vraiment se développer. Et pour ceux qui souhaiteraient prolonger le plaisir chez eux, le restaurant propose une boutique de matériel de beaux-arts et de décoration signée Tsetse. Et il vous reste quelques heures, peut-être moins, pour en profiter. Les soldes se terminent ce mardi 16 février. Alors si le bilan est mitigé, les commerces ont connu pour cette période d'hiver une fréquentation meilleure que celle de 2015 et une hausse du chiffre d'affaires est estimée entre 1,5 et 3% au niveau national. À One Nation Paris, la tendance est aussi ressentie, surtout le début de la période. Certains commerces ont enregistré une progression de 45% de leurs ventes. La zone commerciale située aux Clés-sous-Bois en tire un bilan plutôt positif. On écoute les précisions au micro de Mélanie Poquet. Se sont extrêmement bien passés puisqu'on a battu des records en termes de chiffre d'affaires. On a fait plus 24% de chiffre d'affaires versus 2015 sur les soldes d'hiver et plus 12% de fréquentation. Le budget des Français, il est un petit peu en berne depuis quelques années avec la crise. Donc forcément, nous, en tant qu'outlet, on est la bonne offre pour les Français. Et enfin, avant de nous quitter, je vous propose de refermer cette édition sur ces quelques images sympathiques. Comme vous allez le voir, vous les avez peut-être vues aujourd'hui sur le boulevard Vauban et dans le parc des Sources. Les étudiants de la faculté de médecine de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines ont fêté leur Mardi Gras décalé. Ils étaient déguisés, ils en ont profité pour animer le campus. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 Société, objet du débat. Une question d'actualité, forcément, la déchéance de la nationalité. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Je vous souhaite une excellente soirée.